Bonjour à tous les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le 12e carnet de bord, petite mise à jour sur le patrimoine et les investissements en bourse. Donc on est actuellement début juin, le dernier carnet de bord date de fin avril. J'ai pas été très régulier sur le mois de mai, donc voilà, je tiens à m'excuser là-dessus. Si on fait rapidement un point sur les dépenses donc, qui ont lieu au mois de mai. Donc rapidement, j'ai dépensé 1025 euros et j'ai rentré 3400 euros, donc ce qui fait un solde à peu près 2400 euros. Le DCA sur le PEA, donc à hauteur de 5500 euros. Pourquoi? Parce que je vide des livrets, donc c'est pour ça que je DCA plus que ce qu'il me reste à la fin du mois une fois que j'ai dépensé pour vivre, on va dire. Donc ce qui fait un taux d'épargne, un taux d'investissement à 129% par rapport aux entrées d'argent. Donc enfin c'est pas que c'est faux entre guillemets, c'est juste que je vide des livrets. Donc ça c'était voilà pour le point rapidement des dépenses qui ont eu lieu pour le mois de mai. Donc si on fait un petit focus sur le PEA, donc on se retrouve sur Fortuneo. Je vous rappelle que vous avez mon code de parrainage donc qui s'affiche à l'écran et qui est également dispo en description, qui vous fait bénéficier, alors je sais jamais, je crois que c'est 80 ou 100 ou même 120 euros, je crois, si vous ouvrez un compte bourse, une assurance vie ou alors si vous faites de Fortuneo votre banque. Donc moi de la même façon ça me fait bénéficier de la même somme et ça me permet de faire des DCA toujours plus conséquents. Donc on est à une valorisation aujourd'hui à 47 300 euros, donc ce qui veut dire qu'on va potentiellement dépasser les 50 000 pour le prochain DCA, donc ce qui est plutôt sympathique je trouve. Sachant que le PEA donc il a été ouvert en novembre 2023 pour rappel, donc en un an et demi. Donc on voit que voilà, les DCA sont quand même assez conséquents. Si on fait un point rapidement sur les lignes, donc toujours Air Liquide, qui est ma seule ligne. Ah non, je vous ai spoil. Qui est une de mes lignes en positif avec le TF qu'on verra juste après. LVMH donc qui plonge, dû à un coup de mou sur les valeurs du luxe quoi finalement. Total Energy, donc ça voilà, ma petite ligne qui fait les fameux dividendes appauvrissants tous les trimestres. Donc là on a une petite moins-value sur cette ligne-là. Donc on est toujours à peu près à 75%, 70% c'est mon objectif ETF, 30% stock picking. Euh, donc pour les ETF, donc le Panx qui est en négatif, lui, de moins 4%. Un petit nouveau, voilà, j'ai craqué pour le LQQ, la fameuse fusée LQQ. Donc j'ai un PRU pour cette première ligne à 1130 euros. Donc premier ETF à effet de levier. On commence les singeries, ça y est, on veut se sentir trader, la stratégie change, on fait n'importe quoi, ça ne va pas, on prend la grosse tête, on devient fou. Non les amis, voilà, petite ligne LQQ qui me faisait de l'œil depuis quelques semaines, mois, je connaissais l'indice. Bon, je l'ai FOMO après les incertitudes sur les tarifs douaniers, avril, etc. L'ETF avait perdu plus de 40% de sa valeur. Donc forcément, un ETF à effet de levier, ça amplifie les variations donc à la baisse comme à la hausse. Donc c'est x2. Donc là, il faut bien accrocher son slip. Il faut bien accrocher son slip quand ça descend et l'accrocher également quand ça monte. Et quand il se passe pas grand-chose, quand ça gange, entre guillemets, quand c'est stable, ben on se fait un peu avoir par le bêta slippage. Je vous invite à faire une petite recherche là-dessus, c'est des maths en fait. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis rentré dans la fusée LQQ avec un PRU de 1130, donc à voir ce que ça donne. On verra. Donc je suis confiant pour le long terme, donc j'accroche mon slip et puis tout va bien se passer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a dépassé les 1000 parts de l'ETF, donc S&P 500, le BNP ESE. Donc voilà, 1000 parts atteintes avec un PRU de 26 703. Bon, on dit souvent qu'il faut pas regarder le PRU parce que finalement c'est pas un vrai indicateur en soi. Il faut pas regarder la valeur de l'actif, à combien on l'a acheté. Il faut plutôt regarder sur le long terme si on est confiant
à combien on pense évaluer l'actif dans 5, 10, 15 ans, etc. Finalement, le prix de revient de départ n'a pas forcément d'importance. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'il faut pas moyenner à la baisse et tenter d'abaisser son PRU de manière maladive, même si c'est un peu ce que j'ai fait au cours du mois de mai. Comme forcément j'ai continué à faire le DCA, donc la stratégie, je le rappelle, j'injecte on va dire entre 3 et 5 000 euros par mois en 4 versements. Bon, je me sens pas hyper à l'aise à investir cette somme en un jour, donc généralement je coupe en 4, en gros une fois par semaine je mets une somme sur les marchés. Voilà pour les lignes du portefeuille. Si on passe rapidement donc, sur portfolio performance, je rappelle que je mets toujours, j'enregistre tous mes achats, toutes mes opérations sur titre. Voilà, on voit donc fin mai, j'ai touché les dividendes, les fameux dividendes appauvrissants d'Air Liquide, donc ce qui est plutôt sympa. Et voilà, donc j'enregistre chaque transaction sur sur ce logiciel et ça permet à la fin d'avoir des graphiques un peu sympas et suivre en fait son patrimoine. Je trouve que c'est la meilleure façon de suivre son patrimoine, on va dire en clos, c'est-à-dire pas en utilisant une application tierce type Finari ou quoi qui là, entre guillemets, partagerait les informations avec une tierce personne. Moi, je préfère. Du coup, c'est un peu bête parce que certes, le portfolio performance est privé entre guillemets, mais comme je fais des vidéos sur YouTube, du coup, c'est plus vraiment privé, quoi. Mais bon, ça fait partie du truc. D'ailleurs, en parlant de Finari, j'ai lu ce mois-ci le livre de Mounir Lagoun, donc Investir pour être libre, pardon. C'était une très bonne synthèse, je trouve, de ces vidéos. Ça reprend, on va dire, toutes les bases. Donc voilà, ça s'est lu vraiment tout seul le soir tranquillement. Il décortique chaque chapitre avec sa fameuse pyramide patrimoniale, et ce qui en fait un livre plutôt sympa. Bon, je sais pas si ça va révolutionner ma vie, mais en tout cas, ça se laissait lire vraiment de manière très sympathique. Donc en termes de position, on a toujours du coup sur le camembert là les différentes lignes, donc ETF, actions et Bitcoin, parce que j'ai un petit peu de Bitcoin également. Et donc la petite nouvelle, la ligne du Nasdaq 100, donc en levier x2, le fameux LQQ. Voilà. Moi j'aimerais savoir de votre côté si vous avez déjà été tenté par les ETF à levier. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en portefeuille? Est-ce que c'est quelque chose que, entre guillemets, vous fuyez comme la peste parce que bêta slippage, parce que qui dit effet de levier dit un peu produit dérivé, produit de la finance. En plus là, un ETF à effet de levier synthétique, enfin, on est sur, là, c'est bientôt les subprimes. Bref. Je rigole, voilà. Dites-moi tout en commentaire sur les ETF à effet de levier, ce que vous en pensez de votre côté. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne soirée, de bons investissements et surtout, prenez soin de vous. Ciao.